Le sommet de la Confédération AES s'est achevé sur une décision majeure. Les chefs d'État de la Confédération ont porté le président du Faso à la présidence de la Confédération, une désignation qui marque une nouvelle étape dans la structuration de l'Alliance. La Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES est désormais lancée avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Notre invité du jour nous édifiera sur les rôles financiers et économiques de cette institution. La page CAN a retrouvé en fin de journal pour l'ensemble de l'actualité des matchs et des classements de la Coupe d'Afrique des Nations. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le rendez-vous de l'information. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, assure désormais la présidence de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'information ressort du communiqué final du deuxième sommet du Collège des chefs d'État de l'AES, Assetoumani Koulibaly. La signature des rapports de conclusion de la Confédération, suivie de la passation de charges entre le président sortant, le général d'armée Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, restera l'un des temps forts de ce deuxième sommet du Collège des chefs d'État de l'AES, tenu à Bamako du 22 au 23 décembre 2025. Une présidence que le capitaine Ibrahim Traoré dit accepter avec humilité. Dans son allocution, le nouveau président de la Confédération a réaffirmé son engagement à assurer la continuité des missions de l'AES, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la diplomatie et du développement. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nos chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment, quand j'ai eu besoin d'eux, j'étais disponible. Il a également rassuré que tous les efforts seront consentis pour la mise en œuvre effective des projets prioritaires de la Confédération en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous nous compterons plus sur nous-mêmes à priori. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure, nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Désormais président en exercice, le capitaine Traoré aura la responsabilité de définir l'ossature de la feuille de route de la deuxième année de la Confédération. Dans leurs recommandations, les chefs d'État ont condamné les tentatives de déstabilisation des États de l'AES menées par des groupes terroristes, avec le soutien de sponsors étatiques étrangers, y compris certains pays de la sous-région. Les chefs d'État ont également pris acte du rapport synthétique sur le processus de négociation entre la Confédération AES et la CEDEAO, réitérant leur engagement à défendre, en toutes circonstances, l'intérêt supérieur des populations de la sous-région. Pour approfondir les conclusions du sommet, l'économiste Modibo Makamlou est l'invité de ce journal. Bonsoir, Monsieur Makalou. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Alors, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que le sommet est une réussite? Ah oui, absolument, c'est une réussite parce que les trois chefs d'État ont fait le déplacement et il y a eu le passage de témoins. Je pense que c'est ce qui est important dans une organisation, que le règlement intérieur ou les règles soient suivies et qu'il y ait cette alternance qui permet à chaque pays quand même de cette alliance des trois pays, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de prendre place effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avant le début de ce sommet. Et dans son discours, le nouveau président en exercice de la Confédération a parlé, je cite, d'un hiver noir très froid, très sanglant et meurtrier qui vient sur l'Afrique de l'Ouest. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces propos du président du Faso? Non, je pense qu'il anticipe sur des menaces, mais je pense que c'est lui seul qui peut répondre concrètement à cette question, mais je pense qu'il anticipe sur des menaces, des facteurs géopolitique et géostratégique. Et vous savez, le Sahel n'est pas à l'abri de difficultés, surtout dans le domaine sécuritaire et militaire. Oui, parce qu'ils ont beaucoup parlé d'ingérence politique quand même.
Bon, l'ingérence politique, elle aura toujours lieu. Vous savez, les relations internationales sont basées sur les rapports de force depuis la nuit des temps. Donc, ça existera toujours. Et puis, vous savez, les facteurs géopolitiques et géostratégiques concernent l'appropriation des ressources. Comment s'approprier les ressources. Et les ressources sont limitées. Et évidemment, en Afrique aujourd'hui, il y a une lutte âpre pour les ressources que nous possédons. Justement, il a dit que, on devra soit lutter pour nos ressources ou bien les regarder faire, quoi. Mais vous savez, il y a un problème quand même qu'il faut cerner, c'est que cette bande sahélo-saharienne est l'une des zones les plus faiblement habitées, mais qui possède d'énormes ressources minérales et puis d'autres ressources naturelles aussi que l'on peut trouver dans cette zone. Donc, c'est une proie facile pour certaines grandes puissances. Ouais. Donc, ça va de soi que ce soit un enjeu très important. À nous de veiller sur quand même la sécurisation de nos ressources. Chacun des présidents a quand même fustigé l'impérialisme et comme je le disais, les ingérences extérieures. Est-ce qu'on peut dire que ce sommet marque un tournant pour l'AES? Oui, ce sommet marque un tournant pour l'AES parce qu'il y a un nouveau président de la conférence des chefs d'État qui vient d'être désigné, en l'occurrence le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je pense que c'est un tournant important. Après le premier sommet qui a eu lieu l'année dernière des chefs d'État à Niamey, le 6 juillet 2024, je pense que ça montre que l'Alliance est en train d'avancer, parce que qui n'avance pas recule, et qu'il y a des institutions qui ont été mises en place, comme la Force unifiée, et puis l'inauguration de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, sont des avancées certaines, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Justement, en parlant de la Banque confédérale, c'était l'autre étape marquante dont le lancement a eu lieu. Et aussi, on parle d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Nous allons suivre cet élément de Djeneba Samake. La Confédération des États du Sahel s'est dotée désormais d'un outil financier stratégique, la Banque pour l'investissement et le développement de la Confédération AES, inaugurée ce mardi par les 3 chefs d'État. Pensée comme un véritable levier de croissance, cette nouvelle institution se fixe un objectif de financer les projets structurants des États membres. Infrastructure, énergie, agriculture, industrialisation et intégration économique et régionale font partie des priorités. L'ambition de la banque est double, réduire la dépendance au financement extérieur et mobiliser les ressources internes pour soutenir un développement endogène adapté aux besoins des populations et aux enjeux géopolitiques de la région. Sur les plans financiers, la Banque pour l'investissement et le développement de la Confédération AES démarre avec un capital estimé à 500 milliards de francs CFA. Selon les ministres de l'économie et des finances, les 3 États ont déjà versé une part importante de leur participation au capital, tandis que le prélèvement communautaire AES contribuera à hauteur de 40%. La gouvernance est également déjà définie. À sa tête, un spécialiste burkinabé épaulé par 2 vice-présidents, un Malien pour les questions financières et un Nigérien pour les opérations. 6 administrateurs, 2 par pays, assureront le pilotage stratégique. Le premier conseil d'administration se réunira avant fin janvier 2026 pour finaliser les derniers réglages et rendre l'institution pleinement opérationnelle. Un pas décisif vers une intégration économique renforcée au service des peuples de l'espace AES. Monsieur Makalou, on vient de suivre un peu les détails par rapport à la banque. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, quel sera, le rôle de cette banque à l'instar des autres institutions ouest-africaines qui existent déjà? Là, je vais nommer la Banque ouest-africaine de développement. Et vous savez, la création de cette banque d'investissement et de développement pour les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel est un pas en avant pour le financement du développement, c'est-à-dire du développement durable, parce qu'il s'agit de financer les investissements publics, mais aussi privés. Donc, cette banque, et vous savez, la différence entre une banque d'investissement et une banque commerciale, c'est que généralement, les banques d'investissement qui peuvent être publiques, c'est-à-dire l'actionnariat est entièrement étatique, semi-public, c'est-à-dire ou mixte, ça veut dire qu'il y a une partie du capital qui appartient au secteur privé, une partie au secteur public, ou privé. Mais nous sommes dans le cadre d'une banque publique, ça veut dire que les actionnaires principaux seront les 3 États. Donc, vous avez parlé de 500 milliards de capital social,
Et pour le moment, je pense que le montant libéré ou le montant mobilisé n'a pas été divulgué officiellement sur les 500 milliards. Mais si je prends l'exemple sur d'autres institutions de la sous-région, comme la Banque ouest-africaine de développement, qui est la banque de développement de l'UEMOA, mais vous savez, le capital est d'environ 1800 milliards pour 8 pays. Et qu'est-ce que la banque de l'AES, quel rôle elle va jouer face quand même à cette banque de l'institution centrale? À mon avis, vous savez, parce que nous venons de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui possédait une banque d'investissement, qui s'appelle la BIDC, Banque d'investissement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les 3 pays se sont retirés, même si apparemment il reste des acteurs non régionaux, des membres non régionaux. Mais cela veut dire que et maintenant, il va falloir que ces 3 pays comblent le vide laissé par le fait d'avoir quitté. De la CEDEAO. Mais nous, évidemment, sont toujours membres de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. À mon avis, ça devrait être complémentaire, ce que la BOAD ne fait pas, ou en tout cas renforcer ce que la BOAD fait. Mais en plus, il s'agit essentiellement de promouvoir ou de stimuler les investissements prioritaires que les 3 pays vont quand même désigner. Justement, en parlant de priorité, comme vous l'avez dit, ils ont dit que cette banque va financer des secteurs prioritaires. Absolument. Et selon vous, quels sont ces secteurs? Mais ces secteurs prioritaires, d'abord, ces 3 pays sont des pays enclavés, c'est-à-dire n'ont pas de façade maritime, alors que ces 3 pays, en même temps, dépendent du commerce international. Plus de 60% de leur activité économique, c'est-à-dire du produit intérieur brut de ces 3 pays, dépend du commerce international. Ce qu'ils vendent à l'extérieur, c'est-à-dire les exportations des biens et de services, et ce qu'ils achètent à l'extérieur, les importations de biens et de services. Donc, il s'agit essentiellement de se concentrer sur les lacunes à ce niveau, le désenclavement intérieur, comment lier les zones de production aux zones, au marché, et comment aussi pouvoir exporter les produits, parce que c'est très important pour nos pays, pour acquérir des devises, d'exporter des produits pour acquérir ces devises qui vont quand même est-ce que ça passera aussi par aller des partenariats, conforter nos avoirs officiels, c'est-à-dire soutenir la monnaie de ces pays. Est-ce que ça passera aussi par des partenariats stratégiques avec nos voisins, puisqu'on n'a pas, comme on est des pays enclavés? Mais si on n'a pas de façade maritime, il faut trouver des façades maritimes, et c'est forcément pas à travers nos voisins. Ok, et le secteur de la sécurité notamment, qui est un défi majeur pour l'AES, fait partie des secteurs prioritaires, j'imagine. Mais on a oublié le secteur de l'énergie, parce que ces 3 pays sont parmi les moins électrifiés au monde, alors que ce sont parmi les pays les plus ensoleillés au monde. Donc, comment subvenir à ces besoins, surtout en s'orientant davantage vers les énergies renouvelables, mais aussi ces 3 pays ont beaucoup de lacunes en termes de services sociaux de base. Ils sont en bas de tableau de l'indice de développement humain des Nations Unies, c'est-à-dire en ce qui concerne l'indice composite qui est composé de 3 piliers, le niveau de revenu par habitant, le taux d'accès aux soins de santé et le taux de scolarisation. Donc, en joignant leurs efforts, en créant des synergies, en créant des économies d'échelle, ces 3 pays peuvent se donner la main pour relever ces défis, ces obstacles qui leur sont particuliers. Donc, en se mettant ensemble, je pense qu'ils auront plus de force pour se convenir à ces obstacles. Mais essentiellement, comment est-ce que l'AES va financer cette banque? Bon, vous savez, ça c'est une question cruciale. Une banque d'investissement dépend d'abord de son capital social. On a parlé de 500 milliards, c'est pas 500 milliards qui vont être mobilisés immédiatement. Donc, il y a une partie qui sera mobilisée, on le saura sous peu, dès que la banque sera opérationnelle, parce que les dirigeants sont en passe d'être nommés, même si l'acte constitutif a été déjà approuvé et que tous les textes sont en ordre de marche. Maintenant, à part du capital social qui sera mobilisé, la banque va devoir faire des états financiers aussi, et voir sa crédibilité, et va subir une notation d'une agence, des agences pour voir un peu si la crédibilité de la banque est de mise. Et à partir de cette notation financière, cela va permettre à la banque d'aller emprunter sur les marchés financiers, sous-régionaux et internationaux. Donc, c'est généralement comme ça que marche une banque d'investissement ou de développement, d'aller chercher des capitaux sur les marchés financiers pour financer les projets prioritaires. Et ça passera par les bonnes notes également de la banque. Absolument, parce que plus votre note est bonne, moins le coût du capital sera élevé. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Makalou, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci de nous avoir éclairés sur toutes ces questions économiques. Merci à vous. Merci à vous. Merci.
Dans la sous-région, les États-Unis mènent actuellement des vols de surveillance et de reconnaissance au-dessus du Nigeria dans le cadre d'une coopération sécuritaire renforcée. Ces opérations surviennent dans un contexte de défis sécuritaires croissants au Nigeria. Assetou Bouare nous en parle. Les États-Unis mènent des vols de collecte de renseignements au-dessus de vastes régions du Nigeria depuis la fin novembre. Selon des données de suivi de vol et de responsables américains actuels et anciens, signe d'une coopération sécuritaire accrue entre les deux pays. Ces opérations de surveillance ont aussi lieu quelques mois seulement après l'enlèvement d'un pilote américain travaillant pour une agence missionnaire au Niger, pays voisin. Un responsable de l'administration a précisé que Washington continue de collaborer avec le Nigeria pour traiter la violence religieuse, les attaques antichrétiennes et la propagation déstabilisatrice du terrorisme. Donald Trump a également demandé au département de la Défense de préparer une intervention militaire rapide au Nigeria si la nation ouest-africaine ne parvient pas à mettre un terme aux tueries des chrétiens. Le Nigeria est confronté à une crise sécuritaire grandissante marquée par des attaques meurtrières contre des civils et des enlèvements, ce qui a conduit le président à déclarer une urgence sécuritaire. Ces vols s'inscrivent dans le cadre d'une coopération de sécurité approfondie entre les États-Unis et le Nigeria, qui a accepté de renforcer son partenariat militaire avec Washington face à la violence interne et à la propagation du terrorisme. On passe à la page CAN Actu à présent. Hier mardi, les matchs des groupes C et D étaient au programme de la CAN Maroc 2025. Dans le groupe C, la Tunisie et le Nigeria, favoris de la poule, ont remporté leurs matchs respectivement contre l'Ouganda 3-1 et la Tanzanie 2-1. Au classement, les deux équipes sont en tête avec 3 points chacune. Dans le groupe D, la République démocratique du Congo, victorieuse du Bénin au terme d'une rencontre rythmée, a signé une belle rentrée en matière. Mais le Sénégal a fait encore mieux avec un carton offensif face au Botswana pour prendre la tête de la poule. Ces deux leaders comptent chacun 3 points au classement. Dans le groupe E, l'Algérie a largement dominé le Soudan cet après-midi, s'imposant 3-0. Elle occupe la première place du groupe aux côtés du Burkina Faso, vainqueur face à la Guinée équatoriale. C'est dans le temps additionnel que les étalons ont réussi à égaliser puis à remporter le match, suivant quelques réactions de la communauté burkinabé à Bamako, recueillies par Abdoulaziz Aïdara. Le Burkina a mené et à la suite gagne peut-être 2-1, mais franchement c'était un match qui était un peu difficile parce que pour dire qu'une équipe qui prend un carton rouge et qui joue à 10 contre 11, c'était pas vraiment évident qu'ils puissent marquer un but au Burkina, mais bon, c'est la loi du football et ça arrive. Mais bon, heureusement que le meilleur a gagné. Ils ont pu se battre, ils ont égalisé et à la suite ils ont marqué le deuxième but et je suis vraiment content pour eux. Le sentiment c'est que les enfants d'abord ont mouillé le maillot au premier mi-temps et deuxième, ils ont lâché légèrement mais à la dernière minute, ils ont prouvé qu'ils savent jouer au football. Et j'ai beaucoup de gens qui ont suivi le match avec moi, qui étaient complètement désespérés. J'ai même parié avec quelqu'un, j'ai dit le Burkina va gagner. Effectivement, quand le Burkina a égalisé, j'ai dit c'est sûr qu'ils vont gagner. Deuxième but, ils sont venus, ils m'ont donné mon argent. Donc, je dis quand même de rester courageux et de rester mobilisés derrière nos VDP, parce que nous on appelle maintenant les joueurs des VDP. VDP, c'est des soldats courageux qui devraient battre jour et nuit pour arracher le coup pour nous. Parce qu'actuellement, tout le monde attend le Burkina et tout le monde attend de l'AS. Voilà, je pense que le Mali a fait match nul le passé et aujourd'hui le Burkina a gagné. Donc je pense que le deuxième match, le Mali va gagner et j'espère que tout le monde va payer la première phase finale. Ouais, le message que j'ai à partager avec c'est qu'ils doivent aussi mieux faire contre l'Algérie. Surtout en ces périodes difficiles, moi je pense qu'ils doivent pouvoir jouer pour satisfaire les gens. Nous sommes dans une situation de guerre et nous donner satisfaction, surtout comme cet après-midi, ça va nous faire beaucoup chaud au cœur. Donc nous les encourageons, nous les soutenons et nous pensons aussi qu'ils iront très très loin et voir peut-être le Mali et le Burkina en finale. Et que l'AES remporte, comme ça on amènera la coupe à Niamey. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire a affronté le Mozambique, tandis que le Cameroun joue actuellement contre le Gabon. Point final à ce journal, merci de votre attention, excellente célébration de Noël à toute la communauté chrétienne du Mali, de l'Afrique et du monde entier, excellente suite de programmes en compagnie de nos télévisions.